Allô, bonjour et bienvenue dans Balado, un espace d'échange sur la consommation de drogue sans tabou, parce que parler, c'est déjà réduire les risques. Ce podcast vous était amené par le GRIP, un organisme qui agit en réduction des méfaits et en prévention, dans le but d'informer et d'intervenir dans les milieux festifs au Québec. Je m'appelle Carla Martin et je serai votre animatrice tout au long de la première saison du Balado. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons explorer le sujet de la prohibition des drogues et de la légalisation. Avec trois invités, dont Lise. Bonjour, hi, moi je m'appelle Liz Singh et je suis travailleuse communautaire en réduction des méfaits. Et toi, Félix-Antoine? Présentement, j'occupe le poste de coordination pour le programme d'intervention de proximité à l'Anonyme. Puis sinon, dans une autre vie, je m'occupais aussi de la petite organisation DIY Flying Safe Vol Plané, qui travaille en festif, plutôt analyse de substances et voilà. Mais cet organisme-là se dissout d'ici la fin de l'année prochaine, fait que pas mal focusé sur ma job à l'Anonyme puis mon implication, on va dire, comme user dans la communauté, là. Et DJ aussi. Moi, de ce que j'ai entendu, c'est comme ça. Ah non, 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 non. Le gig des DJ, je trouve ça juste drôle parce que Ah, ok. j'ai participé à l'événement bénéfice du GRIP, mais moi, je me présenterais vraiment pas comme Comme nécessairement DJ, comme pas du DJ. C'est plus Ok. un hobby, genre. Tu sais. Et toi, Serge? Je suis chercheur à l'Institut universitaire sur les dépendances et associé à l'Université de Montréal. Comment est-ce que chacun vous êtes venu à travailler en réduction des méfaits? Grosse question. De mon côté, c'est de voir c'est impossible de continuer à judicialiser des gens qui ne sont pas criminels, de voir ces gens-là en surdose, et donc il faut faire quelque chose. Et puis, c'est ça, je me suis intéressé aux politiques des drogues, qui font davantage de mal que les drogues comme telles. Oui, parce que de base, vous travaillez aussi en pénitencier au tout début de votre carrière. Oui. Est-ce que c'est en partie là que vous avez vu l'effet de la Oui, mais prohibition? j'ai aussi travaillé en intervention Mhm. auprès des personnes qui avaient des problèmes de drogue, un endroit qui s'appelait Alternative. Et Alternative faisait de la réduction des méfaits avant même que le concept existe. On demandait aux gens quels étaient leurs objectifs, alors que tous les intervenants demandaient l'abstinence à ce Mhm. moment-là. C'était à quel moment, ça, exactement? Oh, c'était dans les début des années 80. D'accord, donc c'était au tout début, c'était au milieu de la pandémie du VIH. Même avant un peu, oui. Même avant un peu. Oui. D'accord. Est-ce que cet organisme est toujours là? Non, Alternative a été intégré avec le Centre d'Orlémy-Montréal et Préfontaine, qui était un endroit qui recevait des gens qui étaient sans domicile fixe. Ça a été intégré dans le réseau. Puis ensuite, c'est le CIUS maintenant. D'accord. Ça a été le Centre de la Cormier et ensuite le CIUS. D'accord. Et toi, Lise, comment est-ce que tu as eu cet intérêt pour la réduction des méfaits? Pour moi, c'était dans les années 2000, je travaillais dans les résidences à McGill. Je ne sais pas le mot en français comme resident advisor. C'est Ah, un étudiant qui vit dans les résidences, mais qui a comme une position de tu prends soin comme un des autres. floor Ça veut dire, ouais, Floor c'est fellow, ça. c'est Floor ça, je ne sais fellow, pas en ouais. français. OK. Mais j'étais un floor fellow à RVC dans les années 2000. Puis ça, c'était mon première expérience de la réduction des méfaits. Puis après ça, j'ai travaillé à Demain. Et toi, Félix-Antoine? I guess que pour moi, c'est... puis j'en parlais la semaine passée, c'est drôle, fait que c'est encore frais, là, mais en 2016, j'ai fait un voyage de bum au BC. Je partais avec une gang de monde de la scène musicale à Montréal, puis on descendait pour faire du bénévolat pour un festival de musique, puis cette gang-là avait aussi un système de son et descendait à un autre festival pour faire un genre de Renegade Stage. Ma blonde, à l'époque, avait appliqué pour être bénévole, mais au Sanctuary, puis ça m'avait comme complètement échappé. Fait que j'ai juste réalisé c'était quoi quand je me suis pointé sur le site du festival. Puis pour vrai, ça a été comme un eye-opening, là. Je connaissais pas la pratique, je trouvais ça incroyable. J'étais comme moi-même comme party-goer. Tu sais, je consommais à l'époque, puis j'étais tout jeune. Tu sais, un peu avec une approche de genre... Justement, là, comme je pense que la réduction des méfaits, je la comprenais peut-être déjà, mais je savais pas comment l'actualiser. Puis Mhm. à ce niveau-là, ça a été comme le bout où j'ai fait comme waouh, c'est tellement cool. Puis j'ai envie de retourner à Montréal puis de faire ça. J'étudiais en psycho à l'époque, fait que ça comme fitait un petit peu dans cette approche-là. Je savais que je voulais faire l'intervention, mais je savais pas trop comme comment encore. Fait que voilà, ça a été vraiment un beau moment. Et à travers vos expériences, que ce soit personnelles ou professionnelles, est-ce que vous avez pu voir un petit peu des conséquences de la prohibition des drogues? I mean, c'est dur de savoir où commencer, en fait, parce que, je veux dire, des conséquences, il y en a tellement. Je pense, en partie, on pourrait dire en premier, comme l'accessibilité aux services. Tu sais, grosso modo,
le problème de stigmatisation aussi qui est selon moi un peu à la source de tout ça. Mais ouais, après ça, je veux dire, c'est difficile pour des services d'ouvrir parce que justement, la loi, comme dit que ce genre de service-là ne devrait pas exister. Les users se disent aussi qu'ils ne devraient pas avoir le droit d'accès à ce genre de service-là parce que justement, ben, comme la consommation est illégale, donc tout ce qui tourne autour de ça l'est aussi. Yeah, je ne saurais juste pas par où commencer en vrai. De mon point de vue, bon, j'ai un point de vue criminologique puisque Mhm. je suis associé à l'école de criminologie. On judiciarise des gens qui, sinon, ne le seraient pas par la possession simple, oui, mais aussi par le fait que les substances coûtent très cher, les substances illégales, et puis donc, il y a une criminalité lucrative qui s'y fait. Et lorsqu'on va plus loin, lorsqu'on pousse plus loin et qu'on incarcère ces gens-là, ben souvent c'est l'école de la criminalité, donc on s'enfonce davantage dans une criminalité. Et puis lorsque ces gens sortent, le pénitencier n'a rien réglé habituellement au niveau si la personne avait une dépendance. Et si la personne ressort, probablement que durant son incarcération, elle va avoir consommé moins et donc est à risque de surdose. Oui. Une fois sorti. Et quand vous parlez de criminalité lucrative, est-ce que vous parlez du côté rentrer dans des activités criminelles afin de gagner de l'argent pour pouvoir se payer et subvenir à sa consommation? Ou est-ce que vous parlez des personnes qui vont vendre des drogues? C'est à la fois C'est les les deux? deux. C'est probablement plus facile de s'intégrer au niveau du petit trafic, mais parfois, c'est pas suffisant. Ça, on élargit parfois le type de criminalité. D'accord, donc c'est des Certaines personnes personnes. qui, normalement, ne voudraient pas forcément rentrer dans des activités comme ça, mais qui sont obligées de le faire afin de pouvoir avoir accès à ces drogues-là. Donc c'est une des conséquences directes de la criminalisation. Tout à fait. Et du fait qu'on n'a pas accès à une drogue sécuritaire et accessible. Mhm. Et ça fait que, par exemple, ces personnes-là qui veulent avoir accès à leur drogue vont se retrouver avec un casier judiciaire. Donc après, là, ça va impacter leur accès au travail, au logement. Donc c'est vraiment comme Au une crédit. petite boule de neige qui... D'accord. Et toi, Lise, qu'est-ce que tu en penses? En termes d'effet de la prohibition, ben, la première chose qui me vient en tête, ça serait juste la qualité des drogues auxquelles les gens ont accès, right? So, Ouais. le nombre de décès qu'on voit, je fais des quotes, Oui. les surdoses, on Mhm. appelle ça, mais on peut tout retracer ça à la prohibition. Le marché n'est pas contrôlé, comme back in the day, genre, même quand les gens vendaient du lait, vendaient du farine, right? Like, ils mélangeaient toutes sortes de choses là-dedans, mais on a développé toutes sortes de règlements, comme on peut juste appeler ça le lait si il y a certains produits dedans ou le beurre, whatever, right? Mhm. C'est la même chose avec le héroïne, le cocaïne. S'il n'y a pas de... quand on dit non à tout, en fait, il y a un autre côté de ça, ça permet n'importe quoi. Mhm. Mais quand on a un système dans lequel quelque chose est légal, on a accès, premièrement, on peut faire des tests là-dessus. Et aussi, on peut dire comme tu ne peux pas vendre ça sauf si certains tests ont été faits, un certain niveau de qualité a été, Mhm. Donc il y a comme de la contamination volontaire, donc là avec des agents de coupe, mais il y a aussi comme de la contamination involontaire C'est ça. dans les labos où plusieurs substances peuvent se rencontrer. C'est exactement ça. Genre, comme en ce moment, moi, je travaille comme gérant dans un bar, right? Il y a toutes sortes de règlements sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Quels produits chimiques on peut utiliser pour nettoyer, qu'est-ce qui peut être en contact avec quoi, à quelle température, etc. Parce que toutes ces choses-là, comme quand on ingeste quelque chose, right? Toutes ces choses-là, ça change la qualité de ce qu'on ingeste. Et on veut faire certain que les gens ne deviennent pas malades en venant au bar. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc ça pourrait notamment augmenter le risque de faire des surdoses, de ne pas savoir ce qu'il y a C'est à ça, l'intérieur. exactement. Comme si moi, je suis capable de nettoyer ma machine à glace avec du Javel, Mhm. ben là, les gens vont être malades, right? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut avoir des règlements, des guidelines pour aider les gens de faire des choses de façon plus safe. Et plus en milieu festif, est-ce que vous voyez comme des conséquences spécifiques? Je sais que par exemple, certains festivaliers et festivalières vont trouver ça paradoxal d'avoir comme le van du service d'analyse de substances ou les équipes du GRIP alors qu'ils se font fouiller à l'entrée du festival. Je pense que ça peut impacter le fait que ces personnes-là vont pas forcément venir voir les équipes sur le terrain. Quelles sont les conséquences, vous pensez, des interdictions des drogues en milieu festif sur la qualité des interventions
dans ces milieux-là? Moi, j'ai trouvé ça drôle en réfléchissant à ça aujourd'hui parce que, je repense à mon arrivée dans le milieu festif, puis pour vrai, parce qu'après ça, il y a différents types de milieux festifs, right? Il y a des endroits qui vont être vraiment comme dans l'illégalité complète, puis à ce niveau-là, je trouve que... Puis c'est un peu dans ce genre d'environnement-là, moi, que j'ai été en contact en premier avec le milieu festif, fait que c'est comme, dans ces milieux-là où on est déjà en train de commettre un acte illégal en étant présent, en faisant la fête. Comme on pense pas vraiment aux autres conséquences de tes comportements qui peuvent être illégaux, right? Où ça fait comme dans un melting pot, ou sans dire que tu peux faire tout ce que tu veux, parce qu'il y a quand même un set de règles comme claires, comme on veut garder l'espace clean, on veut s'assurer de se respecter les uns les autres et tout ça. Mais on laisse les gens qui fréquentent cet espace-là faire un peu ce qu'ils veulent. Puis du coup, je sais pas, moi, j'ai pas grandi dans cette scène-là en prenant nécessairement conscience de la criminalité du comportement de consommation en premier lieu. Mais je me rappelle la première fois où, j'ai dû faire face à un agent de sécurité qui m'a pogné en train de consommer, puis l'espèce de, longue discussion que j'ai dû avoir avec lui pour me justifier, le fait que j'étais obligé de jeter ma consommation à ce moment-là. Puis c'est drôle parce que j'étais même pas intoxiqué à ce moment-là. Je travaillais pour l'événement qui organisait la soirée. Fait que, dans ma tête, j'avais une certaine légitimité, mais à ce niveau-là, ça a rien fait. Fait que c'est comme ces moments-là où on prend conscience du fait que, t'as pas le droit de faire ça, puis il faut que tu fasses attention, il faut que tu te caches. Si tu te fais pogner, il y a des conséquences. Puis, même là, j'ai été chanceux, ça peut être pire pour d'autres. Mais voilà, fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, quand on prend ce contexte-là, puis on se projette dans des endroits où, il y a davantage de règles, où les promoteurs se plient un petit peu à ce cadre illégal-là, c'est sûr que pour la personne qui utilise des drogues et qui souhaite se protéger en ayant des meilleurs comportements, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Je pense quand même qu'il y a comme un sacré bout de chemin qui a été fait depuis le moment où j'ai commencé à faire la fête et maintenant. Puis à ce niveau-là, en tout cas à Montréal, je trouve que l'accessibilité au service est quand même pas pire. Puis je connais personne autour de moi qui a déjà eu peur de se faire arrêter en se rendant à la vente du grip, mais peut-être parce qu'on a ce contexte-là qui est très permissif aussi à Montréal. Puis même avant, je veux dire que le cannabis soit légal, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'est fait arrêter pour fumer un joint dans la rue. Fait que je pense qu'il y a aussi ça qui contribue au fait que peut-être que ici, particulièrement, c'est plus chill, mais je pourrais pas dire pour d'autres villes, Bro, mais moi, j'en connais. Oui, OK. qui se sont fait arrêter pour fumer un joint, for sure. Parce qu'une des choses qui arrive avec la prohibition, c'est là, les autorités ont une excuse pour arrêter certains gens, right? So, ils vont pas arrêter tout le monde. Ils ne regardent pas tout le monde de la même façon, mais ils ont maintenant la chance d'arrêter certaines personnes et de faire de la profilage. Et on voit ça, for sure, dans le milieu festif. Et c'est aussi comme à chaque fois que tu crées une opportunité pour une interaction avec la police, il y a aussi une opportunité pour la violence. Si on veut éviter du police brutality, on a besoin de diminuer les opportunités pour les interactions avec les polices. Quand je travaillais à McGill et ma première introduction à la réduction des méfaits, le système qu'on avait, on appelait ça No Rules Residence. Il n'y avait pas de règlement en résidence à McGill. Il y avait le respect et don't fuck with the fire equipment. Et l'explication pour ça, c'était comme où on crée des règlements, mais là, ça crée des conflits. Mais si on dit aux gens, il faut simplement se respecter les uns les autres, respecter le building, respecter ton floor fellow, là, tu as l'opportunité pour des conversations. Et si une jeune avait une question ou avait un problème de consommation, il savait que parce qu'il ne brisait pas des règlements, il pouvait juste demander à quelqu'un pour de l'aide. Mais une des choses qui est comme une des plus gros injustices de notre système, c'est que ça ne va pas affecter tout le monde. Il va y avoir plein de gens qui ont le droit encore, en guillemets, whatever, de consommer et beaucoup d'autres gens qui vont se faire arrêter pour comme presque rien, pour juste l'apparence d'être high. Est-ce que tu aimerais plus parler peut-être des populations qui vont être plus affectées par ces politiques-là? Une des grosses motivations du War on Drug, ou un des gros effets, c'est difficile à dire, c'est ça impacte beaucoup les gens racisés au Canada. Il y en a qui diraient, moi je dirais que c'est une des raisons que cela a été commencé, pour avoir une raison d'arrêter les gens racisés parce qu'on ne les veut pas au Canada. Et on peut voir ça dans notre histoire, comme on peut voir ça aussi dans les choix de quelles substances ont été
fait illégal, right? On a essayé ça avec l'alcool, ça n'a pas duré longtemps parce que les Européens buvaient de l'alcool. Mais pour les autres substances qui étaient plus associées à d'autres communautés, même dans certains cas, étaient des substances qui étaient utilisées comme partie d'un rituel culturel ou religieux. C'est clair que ces populations ont été ciblées par ces lois. Et c'est souvent les personnes les plus vulnérables et les personnes racisées le sont, qui sont l'objet des recours pénaux. Et c'est ça le problème. Les personnes qui sont sur la rue, les personnes itinérantes, les personnes qui ont peu de moyens pour se défendre, et les personnes qu'on identifie plus facilement. Ou qui vivent dans certains quartiers, right? Parce qu'on sait qu'il y a, où il y a une présence de la police, ben, c'est clair qu'ils vont voir plus de choses et ils vont arrêter plus de gens. Mais il n'y a pas autant de police à Westmount, qu'il y a à Montréal-Nord. Donc, les gens parfois peuvent voir ça de l'extérieur. Ils vont dire, ben, ça veut dire que les gens à Westmount font moins de drogue, mais ce n'est pas le cas. Ils en font autant. Peut-être ils en font comme à l'intérieur de leur maison. Peut-être c'est juste qu'il n'y a pas quelqu'un qui passe dans les rues pour les arrêter pour, leur fouiller. C'est caché. C'est ça. Comme tu dis, c'est à l'intérieur de l'appartement. Il faut arrêter d'avoir cette idée-là de la personne qui consomme, qui est dans la rue. C'est non. Déjà, quand on parle de drogue en général, il y a à peu près tout le monde qui consomme parce que ça compte aussi nos médicaments, le café, le sucre. Mais même en général, si on parle de drogue comme on l'entend dans la société, il y a beaucoup plus de personnes qui consomment que ce qu'on pense. C'est ça. Mais justement, en se rendant compte de ces conséquences négatives de la prohibition, il y a certains États et pays qui se sont alignés vers la décriminalisation. Cet épisode-là va se concentrer sur la légalisation, mais d'abord, j'aimerais que peut-être Serge puisse nous aider à faire la distinction entre les deux. Donc, quelle est la différence entre décriminalisation et légalisation? Au niveau de la décriminalisation, c'est de retirer un acte qui était considéré comme une infraction de la juridiction criminelle. Donc, l'acte demeure encore interdit, mais il n'y aura pas de peine, il n'y aura pas de casier judiciaire, il n'y aura pas de peine de pénitencier ou de prison. Mais la sanction peut demeurer. Dans les pays qui ont décriminalisé, habituellement, il y a une sanction possible. La sanction, ça peut être une amende, ça peut être des travaux communautaires. Et donc, c'est comme si un message ambigu. On dit, c'est plus correct que maintenant de consommer, mais c'est pas tout à fait correct parce que on risque de vous imposer quelque chose. Il y a deux sortes de décriminalisation. Il y en a une qui c'est de jury. À ce moment-là, c'est dans le code criminel. Donc, il y a quelque chose dans le code criminel qui a été modifié et ça peut être de facto. De facto, à ce moment-là, on dit que c'est une priorité qui est faible, puis à ce moment-là, il n'y aura pas d'intervention policière habituellement. Il y a le Portugal qui a décriminalisé il y a longtemps, c'est le 1er juillet 2001 qui a décriminalisé. Et donc, la personne qui est appréhendée va pas devant le tribunal, mais va plutôt devant un comité de dissuasion qui est composé habituellement, il y a un juriste, mais il y a aussi des gens de la santé et puis des professionnels comme criminologues, travailleurs sociaux ou psychologues qui vont évaluer la situation de la personne et qui vont éventuellement le référer vers un centre de traitement si c'est nécessaire. Sinon, la personne, on va lui dire, si on t'appréhende à nouveau, bien, tu risques d'avoir une amende ou un travail communautaire. C'est surtout des travaux communautaires, mais parfois, c'est des amendes. Il y a eu un succès quand même relatif intéressant, dans le sens qu'il y a une diminution claire des décès de surdose qui est apparue. Il y a aussi une diminution de la contamination virale liée au partage de seringues aussi, parce que c'était plus facile d'avoir accès aux seringues. Il y avait moins de stigmatisation, un désengorgement des tribunaux, désengorgement des prisons, puis une réduction des coûts sociaux liés aux drogues. Mais ça demeure qu'avec la décriminalisation, c'est toujours les groupes criminalisés qui produisent et qui distribuent sans contrôle de qualité, comme on le mentionnait tout à l'heure. Et puis, donc, il y a des limites à ça. Il y a encore une stigmatisation qui demeure parce qu'on dit, on peut te donner une peine, t'imposer une peine. Donc, on peut aller un peu plus loin si on veut avoir
une réglementation, une légalisation, ben c'est au Québec ou au Canada, on connaît un peu ça avec le cannabis. On a réglementé le cannabis. Donc, ça veut dire que la production maintenant, c'est une production qui est légale, qui est contrôlée au niveau de la qualité. On ne peut pas faire n'importe quoi, comme Lise le mentionnait. Et puis, il y a une chaîne de production et de distribution qui est légale. Mais ce qui est important là-dedans, c'est surtout d'avoir une chaîne de distribution qui est sécuritaire et abordable. Parce que c'est bien beau, même avec une réglementation, si la légalisation fait en sorte que les drogues coûtent très cher, on va continuer à avoir des gens qui vont aller vers une criminalité lucrative ou qui vont vendre à l'extérieur de la réglementation pour pouvoir se payer la drogue ou pour avoir accès à cette drogue-là. Comme la décriminalisation, la réglementation n'est pas un panacée. Il faut bien la faire. Et safe supply, comme on dit en anglais, safer supply, en fait, est très important d'avoir un accès sécuritaire et, j'ajouterais, accessible. D'accord, donc un des avantages de la légalisation, c'est cet accès sécuritaire. Mais en plus de ça, quels autres avantages est-ce que vous voyez avec une initiative comme ça? Après, aussi, j'allais dire, il faut comme se poser la question parce que présentement, chez nous, à l'Anonyme, il y a plutôt le raisonnement de OK, la légalisation, mais comment? Parce qu'il y a aussi cette question-là de. Il y a plusieurs manières de procéder qui ont chacune leurs avantages et désavantages. Mais mettons, si on revient aux objectifs, je pense que la principale, puis on en parle depuis le début, c'est la déstigmatisation de l'usage des drogues. Puis de là, pour moi, ça fait comme effet domino. C'est sûr qu'au niveau de l'accès des substances régulées, ça va être plus facile pour les gens de s'en procurer, ou idéalement, c'est ça l'objectif, et de s'en procurer qui sont plus sécuritaires. Ouais, puis après ça, il y a tout aussi l'encadrement, si on veut, fait que l'accès aux services. Ouais, c'est ça, dans le fond, pour les gens qui utilisent des substances aussi, là, qui devrait être plus facile. Et je dirais qu'il y a comme un message sous-jacent à la réglementation, c'est de dire que la personne utilisatrice a la capacité de faire ses propres choix. Et la personne utilisatrice n'est pas nécessairement une personne dépendante aussi. Et c'est comme... quand tu disais, Félix-Antoine, la déstigmatisation, mais c'est aussi ça, la normalisation des rapports que l'on pourrait avoir avec la personne utilisatrice. Et c'est quelque chose, à mon avis, important actuellement. C'est comme si c'est eux versus nous. C'est qui le nous, c'est qui le eux, là? C'est pas toujours si clair. Justement, j'aimerais rebondir sur ce point et faire le lien avec une conférence que vous avez donnée en 2017. Cette conférence s'appelait « Légalisation du cannabis, vérité et incertitude ». Et vous y expliquez qu'au départ, il y avait aussi un principe et des inquiétudes de santé publique avec la commercialisation de l'alcool, jusqu'au moment où le gouvernement québécois a décidé d'éponger ses dettes avec la commercialisation et la promotion de l'alcool. Oh, je pense que c'est pas un problème avec les substances. Ça, c'est un problème de capitalisme. Ça n'a rien à C'est faire ça. avec les substances. Oui, c'est un problème de capitalisme et non de substance, mais j'aimerais justement savoir comment éviter la promotion des substances et leur banalisation post-légalisation. Comment est-ce qu'on évite ce qui s'est passé avec l'alcool, sachant que maintenant, nous sommes dans une société où la non-consommation d'alcool est souvent questionnée? Perso, moi, je pense que ça passe en premier par l'éducation, J'allais y revenir plus tard, mais j'ai vraiment envie d'un modèle éducatif comme plus pragmatique, qui est capable de présenter autant les bienfaits que les dangers associés à la consommation de certaines substances. Puis je pense que, Lise, tu l'as bien dit, il n'y a pas de mauvaise consommation. Ça va vraiment dépendre des individus, puis des impacts de ces consommations-là sur leur vie, puis ça, c'est très personnel. Mais ouais, fait que l'éducation, puis après ça, j'imagine dans le modèle de distribution, mais pour moi, ça, j'étais peut-être un petit peu plus éduqué là-dessus, mais c'est comme, faut pas en faire non plus, un produit libre-service qui va être publicité partout, qui va juste présenter justement les effets positifs, qui est le résultat du capitalisme sauvage, fait qui met vraiment de l'avant la distribution à haut volume avant de prendre en considération l'individu en premier dans la balance, Mais je te donne un exemple. Je ne pense pas qu'on peut éviter ça. Comme, OK, moi, j'ai une maladie chronique, je ne peux pas manger du sucre. Les gens me demandent tout le temps pourquoi je dis non, je ne peux pas prendre ça ou autre chose. Et le sucre, on le voit partout, right? Et on le voit comme dans des annonces, c'est mis dans toute notre nourriture. Ça, je ne pense pas que c'est à nous comme, personnes qui travaillent en réduction des méfaits de contrôler ça. Je ne sais pas si
on est capable de contrôler le capitalisme. Dès que c'est quelque chose qu'on vend, c'est comme ça que ça va aller, right? Like, oui, on discute des méfaits du sucre, mais rarement. On pense beaucoup plus aux, effets positifs. Et ça, c'est juste c'est comme ça pour presque tout dans notre société. Je ne pense pas que c'est notre responsabilité d'essayer d'arrêter ça. Je pense que la réglementation du cannabis, bon, il y a des limites à cette réglementation au Québec, là. Le 21 ans, entre autres, c'est beaucoup trop vieux pour avoir accès au cannabis, mais il y a quand même des choses intéressantes avec ce modèle de réglementation, et c'est le fait que nos politiques québécoises sont basées sur des principes de santé publique et de sécurité publique, plutôt qu'une politique de commercialisation comme certains de nos voisins ont adopté, ou surtout les États-Unis ont adopté dans les États où est-ce qu'ils ont réglementé. Ce qui fait que le fait d'avoir une distribution étatique, entre autres, actuellement, fait en sorte qu'il n'y a pas cette promotion exagérée qu'on pourrait l'avoir, qu'on l'a actuellement au Colorado, ou dans l'État de Washington, ou dans certains États américains, parce que c'est appuyé sur des principes de santé publique. Et ça serait important, je pense, d'utiliser ces principes de santé publique-là aussi pour les autres substances que l'on voudrait réglementer. C'est sûr que c'est pas nécessairement avec le modèle de la SQDC, qu'on pourrait, je pense qu'il faut voir, dépendamment des produits, des substances, avoir des modèles différents adoptés. Mais je pense que le principe de santé publique est quelque chose d'intéressant pour la réglementation, sans qu'il y ait une publicité extrême, parce qu'on est dans un monde capitaliste. Et puis, souvent, lorsqu'on réglemente, et on va le voir avec le cannabis, il y a comme une réaction négative au départ, en disant non, ça n'a pas d'allure. On va être une génération de zombies, on va aller travailler intoxiqués, etc., etc. On l'a vu avec les réactions qu'on avait pour la réglementation du cannabis. Et ensuite, il y a une certaine normalisation qui se fait envers les usagers. On n'est pas encore rendu là. Ici au Québec, avec cette normalisation pour les usagers de cannabis. Et parallèlement, se fait une normalisation aussi des rapports avec l'industrie. Et souvent, la normalisation se fait plus rapidement avec l'industrie, où est-ce que les actionnaires veulent avoir des profits. Donc, on met de plus en plus en marché des produits douteux, parfois, à la SQDC, là, hein? Il y a des betteraves. Bon. Ensuite, l'industrie le fait, cette normalisation, et là, on intègre ça au niveau des gouvernements. Et là, on normalise nos rapports et on dit, oui, nous aussi, on a des dettes, là, puis on aimerait bien pouvoir utiliser les profits du cannabis, de la gestion du cannabis, pour enrayer nos dettes. Et donc, le modèle SAQ apparaît ici avec... et l'Auto-Québec, c'est la même chose. Oui. Donc, s'il y avait quelque chose, moi, je pense qu'il faut plutôt prendre le modèle SQDC actuellement et le généraliser à l'Auto-Québec ou à la SAQ, et pas l'inverse. Mais je pense qu'on est dans un modèle capitaliste et ça va être plutôt l'inverse qui va se produire. Mais justement, Lise, du coup, tu penses que c'est pas notre responsabilité de décider qu'on devrait plus aller dans un modèle vers la SQDC? Non, parce que pour moi, ce que je veux, c'est que les gens aient autant de choix que possible et que ce soit pas moi qui décide, tu n'as pas le droit de faire ce choix ou d'autres choix. Et aussi parce que, parfois, on we end up dans une place vraiment bizarre quand on fait des choses comme ça. Comme, ils ont arrêté de vendre, disons, des T-shirts qui ont des images du cannabis dessus. OK, tu me dis que ça va aider tellement la santé publique que tu ne me permets pas de mettre ce T-shirt. Là, tu limites ma liberté personnelle. Et je ne sais pas s'il y a un tellement gros comme avantage pour la société en faisant ça. Moi, je suis plutôt comme, oui, c'est l'éducation. Il faut que les gens comprennent plus sur leur santé, qu'on crée une société dans laquelle les gens ont accès à plusieurs genres de loisirs. Donc, ils ont autre choix que les substances. Mais oui, que ce n'est pas nécessairement en contrôlant comment les choses sont vendues.
qu'on va promouvoir la bonne santé. Puis à ce niveau-là, moi, je suis bien d'accord, où je pense qu'il y a définitivement un travail d'accessibilité à faire où c'est comme, faut protéger, mais en même temps, il faut que la personne qui fait le choix, mature et consciente d'aller vers ce genre de produit-là, il faut que cette personne-là sente qu'elle a la liberté de choisir ce qui lui convient, puis à ce niveau-là, je pense que les experts, c'est les gens qui vont vers les produits, je veux dire. Du coup, dans ce modèle-là, que pensez-vous de la banalisation de l'alcool? Ben, c'est compliqué, là. Je sais pas. C'est sûr qu'il y a du travail qui peut être fait. Puis je pense qu'au niveau des politiques, on peut tout être d'accord là-dessus. Mais en même temps, puis c'est drôle parce que je me posais la question aujourd'hui, puis genre ça, je me la suis notée, là. Mais je travaille beaucoup avec des gens qui sont en situation d'itinérance, puis je me posais la question, comme. Puis peut-être que c'est parce que je les manque, là, mais comment ça se fait, admettons, que, je rencontre beaucoup de gens qui ont des problèmes de dépendance, à plein de types de substances, mais au niveau de l'alcool, c'est pas super commun, tu sais. Fait qu'à ce niveau-là, je me posais la question, puis je vous la pose aujourd'hui, mais je sais pas si, c'est peut-être de ces répercussions-là du modèle de la légalisation de l'alcool, où c'est comme, on dit, bon, ben, il y a un problème au niveau de... On éduque peut-être pas assez les gens au niveau des méfaits de l'alcool, mais à ce niveau-là, ça adresse la stigmatisation qui fait en sorte que même si quelqu'un a un problème d'alcool, ben, il y a moins de chances de se retrouver dans la rue parce qu'il y a nulle part où se retourner pour avoir accès à des services ou comme peut-être qu'il va pas non plus s'empêcher d'y avoir accès parce qu'il se dit bon ben je peux pas parler de ce comportement-là, c'est problématique. Puis mais c'est ça, je sais pas, je me posais la question parce que je pense qu'au niveau de l'alcool, il faut clairement peut-être en parler un petit peu plus puis être honnête au niveau des méfaits. Je veux dire, c'est la substance qui est la plus consommée, selon moi, dans ma scène festive et c'est probablement celle qui fait de loin le plus de ravages, mais on n'en parle pas. En même temps, les gens réussissent, somme toute, à rester du monde correct puis continuer de, je sais pas, être des citoyens modèles malgré tout. Fait que, ouais, non, je sais pas, c'est compliqué un peu. Moi, j'ai une perspective un peu différente là-dessus, dans le sens que moi, je dirais qu'il y a pas des gens qui ont un problème d'alcool, un problème de drogue. Il y a des gens qui ont des problèmes et là, ils vont vers l'alcool, ils vont vers les drogues parce que ça leur donne du plaisir, ça aide à gérer leurs problèmes. Donc, pour moi, pour régler ça, c'est pas en adressant les drogues ou l'alcool, c'est en regardant les problèmes des gens. Il faut offrir des gens plus de solutions. On est dans un moment où c'est très difficile d'acheter de la nourriture. C'est très difficile de trouver un loyer. C'est très difficile de trouver du travail, right? C'est normal que les gens vont boire de l'alcool, que les gens vont faire des drogues parce qu'ils ont beaucoup de stress dans leur vie, puis il n'y a pas de réponse facile. Si on veut aider ces gens-là, à mon avis, c'est pas en limitant les drogues, en limitant l'alcool, c'est en essayant de faire certain que tout le monde a assez à manger, tout le monde a une place à rester, tout le monde a accès à des relations intimes, à la communauté, à l'éducation. Je pense que quand on met notre focus sur les substances, c'est comme un peu un cop-out parce qu'on évite de répondre à des problèmes plus complexes qui sont qu'est-ce qui mène à ce qu'on appelle des problèmes de consommation. Je suis quand même d'accord avec toi, mais en même temps, je trouve que, on en parlait un petit peu plus tôt par rapport à la prohibition. Un des problèmes, selon moi aussi, c'est l'accès à l'éducation puis à la connaissance. Puis, en ce sens, je trouve quand même qu'il y a pas mal de gens qui peut-être arriveraient à prendre des meilleures décisions, peut-être éviteraient certains gros soucis dans la vie si ils avaient su, à ce point-là, je sais pas, en parlant à plein d'usagers aussi que je rencontre via le SIS, c'est comme, je pense que les gens ont quand même des opinions fortes par rapport au risque d'une consommation d'opioïdes, puis même si ça sert un but très précis pour ces personnes-là à ce moment-là, puis que, selon moi, il y a plein de côtés aussi positifs. Mais quand tu étais jeune, t'as pas entendu les gens te dire que l'alcool, il y a un côté négatif? Ouais, mais c'est pas de la vraie info, c'est genre comme c'est mal, tu sais. C'est pas comme voici non, l'alcool. mais nous on dit à propos de like don't drink and drive, puis ça va faire mal à ton liver, like des problèmes de santé. Je pense que les gens le connaissent. Mais je pense que les gens qui consomment beaucoup, c'est qu'il y a certains stress qui sont plus immediate, like dans le moment. Alors tu choisis quelque chose qui te fait sentir bon dans le moment. Je suis d'accord avec ton point, Lise, mais je suis d'accord aussi avec celui de Félix-Antoine. Je suis pas sûre qu'on parle assez des méfaits de l'alcool, plus des risques qu'il y a avec l'alcool. Mais justement, c'est quelque chose qui monte dans le documentaire Se péter la balloune. C'est justement
ils sont pas au courant des risques qui sont associés à ça, que ce soit au niveau du cerveau, au niveau du foie. Je pense aussi que ça vient aussi beaucoup avec comme les lobbies de l'alcool. Ça rentre plus dans la politique, mais le fait que la SAQ soit aussi proche comme de Éducalcool, qui est un petit peu la référence apparemment en termes d'éducation sur l'alcool au Québec, c'est sûr que qu'il faut parler des substances, des effets que ça peut avoir, des interactions avec tes propres médicaments. Donc, je pense qu'il y a plein de choses, vu qu'il ne faut pas se concentrer sur la substance, mais plus sur l'interaction entre la personne et la substance. Il faut quand même connaître les facteurs risques qui sont propres à chaque substance afin de prendre des décisions qui sont comme éclairées. Donc, je dirais un mix des deux. Des interventions à plusieurs niveaux. C'est ça. Et il y a des interventions qui sont peut-être plus proximales, alors que d'autres sont plus à long terme. Et probablement que d'aider les personnes les plus vulnérables, ça prend un peu plus de temps. Ça prend beaucoup plus d'argent que c'est facile de se donner bonne conscience en faisant de l'éducation ou des campagnes. C'est plus difficile de mettre fin à la crise du logement ou des choses comme ça. On reste dans la réduction des méfaits finalement, puis c'est vrai que ça tackle juste pas le problème, mais c'est ça. Après ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire autour, là. C'est vrai. Mais du coup, on pourrait retourner vers la légalisation du cannabis au Canada. Et je veux savoir quelles sont les données qu'on a pour l'instant, quels ont été les effets de la légalisation. Oui. Je sais qu'il y a eu l'anniversaire des 5 ans il y a peu de temps. Des 5 ans, c'est encore très tôt pour se prononcer de façon très radicale. Mais bon, je pense que le plus important, c'est qu'on a débuté une phase de normalisation des rapports avec les usagers de cannabis. Je pense que c'est un des éléments. Un autre élément intéressant, c'est que les usagers de cannabis peuvent se procurer une substance avec un contrôle de qualité, ce qu'on ne pouvait pas le faire avant. Il y a aussi un autre élément qui est intéressant, c'est le fait que les profits ne vont plus dans les poches des organisations criminelles, mais sont investis, et ça c'est la loi qui le requiert, sont investis en prévention et en recherche, ce qui est aussi quelque chose d'intéressant. Bon, si on pense statistiques, effectivement, il y a eu une légère augmentation de la consommation de la part de l'ensemble de la population. C'est passé de 14 % en 2018 à 17 % en 2023. C'est une légère augmentation. On pourrait s'y attendre à cette augmentation-là, puisqu'on n'a plus besoin de fréquenter les milieux criminels ou des milieux louches pour certaines personnes. Donc, à ce moment-là, c'était plus facile de s'en procurer. C'est aussi plus facile de l'avouer. Aussi. Donc, quand on fait un sondage et puis téléphonique, disons, ou autrement, Facebook, et on demande est-ce que vous avez consommé du cannabis dans la dernière année ou dans le dernier mois, c'est plus facile maintenant de le dire que maintenant que c'est réglementé. Donc, ce qui fait que ça peut causer cet effet d'augmentation. Mais on voit que ce n'est pas une grosse augmentation de toute façon. Et ce serait peut-être la même chose au niveau des autres drogues si on réglementait. Hein? Il y aurait peut-être une augmentation, mais ce n'est pas tout le monde non plus qui veut aller consommer des champignons, des choses comme ça. Ce qui fait que... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu... La crainte que nous avions, c'était que les jeunes étaient pour consommer davantage. Et ça, on n'a pas des statistiques récentes, mais quand même, en 2000, il y avait 41 % des gens qui disaient des jeunes d'âge scolaire qui disaient avoir consommé dans l'année, alors qu'en 2019, donc une année après la réglementation, c'était 17 %. Donc, c'est une réduction quand même importante. Mais c'est ça, les chiffres, oui, c'est intéressant, mais c'est surtout cet aspect de normalisation et d'accès à un produit sécuritaire. Bon, le cannabis n'était pas si nocif, là, mais quand même, on a accès à un produit de qualité et on sait la proportion de CBD que l'on veut avoir face au THC, etc. Pourquoi est-ce que c'était moins nocif? Il n'y avait pas de produits comme du fentanyl qui pouvait, ou du carfentanyl qui pouvait être... C'était plutôt rare. Là, il y a des gens qui disaient que... Des analyses, de temps en temps, de la Sûreté qui disaient qu'il y avait du crottin de lapin, des choses comme ça. C'est sûr que c'est pas intéressant d'avoir ça, où il y a des pesticides. Il y avait des pesticides. Là, maintenant, c'est contrôlé. Donc, c'est quand même beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus sain de consommer le cannabis qui vient de la SQDC que d'autres sources qu'on ne connaît pas. Ce qui a bien été réussi, c'est tout ce qui est
connaissance au niveau du taux de THC et compagnie. Là. Personnellement, je Mhm. trouve qu'il y a vraiment une différence entre quand tu fumes un produit à genre 5 versus 20-30 Puis, tu sais, juste, en tout cas, avec du recul, tu sais, de retourner comme récemment dans du marché illégal puis de ne pas avoir accès à cette information-là, ça change Mhm. tout. Là. C'est vraiment incroyable. Fait que, à ce niveau-là, pour moi, c'est vraiment un bon coup. Là. Puis, tu sais, peut-être particulièrement au Québec où c'est un peu plus une réussite parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à Vancouver, j'arrête dans un dispensary pour acheter du cannabis. Puis c'était un tout autre service où on m'a donné plein de genres d'informations incohérentes et qui fit vraiment pas avec ce que moi je sais du cannabis. Puis à ce niveau-là, je trouvais ça comme un peu bizarre. Là, tu sais, t'es comme, tu sais, on me dit ci et ça, puis moi je sais ou je crois savoir que c'est pas vraiment ça. Fait que. Ouais, c'est questionnant un peu quand on se dit que monsieur, madame, tout le monde s'oriente vers son dispensary du coin puis peut quand même avoir accès, malgré tout, à un produit d'origine douteuse avec de l'information tout aussi douteuse dans un système qui est légal, tu sais. Mhm. OK, donc il peut toujours avoir ces risques-là, même si c'est légal. Ouais, puis tu sais, en tout cas, beaucoup d'arguments, tu sais, comme qui, comment dire, genre, va critiquer le modèle québécois, dit qu'il est peut-être un petit peu trop... comment Restrictif. dire? Ouais, c'est ça. Puis, ben, Mhm. effectivement, pour plein de raisons, mais en même temps, comme au niveau de la transmission de l'information puis de l'éducation autour du cannabis, je trouve qu'il y a quand même. En tout cas, puis je peux pas comparer non plus à toutes les provinces, là, mais j'ai l'impression qu'on est comme pas mal à l'avant là, à ce niveau-là. Et quels sont les défis, si on parle de la légalisation de toutes les drogues, quels sont les défis juridiques et politiques au Canada pour mettre en place une politique pareille? Ben, il y a les conventions internationales. On est signataire des conventions, convention unique et les conventions qui ont suivi. Mais en même temps, il y a Quirion qui faisait une analyse de ces politiques et qui montrait que les États demeurent relativement autonomes face à l'installation de normes. C'est sûr que les pays signataires ont des pressions pour faire de la répression. Et c'est clair. Mais selon Quirion, le principe de souveraineté protège les États. Et il serait possible, probablement, de penser que la crise des opioïdes ou une crise nationale pourrait être un bon argument pour changer notre réglementation, aller dans le sens d'une réglementation de ces produits, des substances, en commençant par peut-être les opioïdes. OK, est-ce que vous pensez qu'on est dans la voie pour faire ça avec justement, en Colombie-Britannique, c'est un système de décriminalisation? Décriminalisation. Est-ce que vous pensez que, je sais que c'est un projet pilote qui va durer environ 3 ans. Est-ce que vous pensez que ça va nous aider à s'enligner vers ça? Possiblement. C'est plus facile, c'est beaucoup plus facile de décriminaliser que de réglementer. Parce que pour décriminaliser, on n'a pas besoin de mettre sur pied une organisation de production de différents produits et de distribution de ces différents produits. On fait juste dire, OK, on fera pas de répression. On fera pas de répression, oui et non. C'est 2,5 grammes. Hein? C'est des petites quantités. Au niveau, donc, les gros consommateurs, soit sont toujours sujets à une peine parce qu'ils consomment plus que 2,5 grammes, ou ils vont plus souvent s'approvisionner. C'est un gros problème. La décriminalisation a des limites. C'est ça. Ça demeure un produit qui n'est pas nécessairement de qualité. En tout cas, la qualité, on ne l'a pas surveillée. Ça demeure un produit cher. Et c'est ça, il y a toujours des possibilités de sanctions qui sont données. Et ces possibilités de sanctions sont souvent selon la perception qu'a l'intervenant. L'intervenant, ça peut être le policier là, devant soi. Donc, il peut y avoir une discrimination qui se fait. Au niveau peut-être du racisme qui se fait à ce niveau-là. Et c'est plus facile de le faire lorsque ce n'est pas réglementé. Yeah, je pense qu'il y a un énorme manque d'éducation et le stigma vient jouer un rôle comme, même chez les médecins, thérapeutes, tout ça. Il y a aussi beaucoup il y a le côté où les gens ne connaissent pas, mais il y a aussi le côté où les gens ont des mauvaises informations et il y a des gens qui
who are spreading, des, Qui comme propage, qui propage, c'est ça, partage. qui propage de la misinformation, on dirait Mhm. en anglais. Je pense à Pierre Poilievre. Mais c'est vrai que si tu as des grands politiciens comme au niveau fédéral sont en train de blâmer la crise de logement sur les drogues, ben là, ça va être très difficile de Mhm. légaliser les substances parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben, mais les substances, c'est qu'est-ce qui cause, qu'on perd son logement. Et on sait que c'est pas le cas, mais pas tout le monde pense comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est l'accès aux substances qui mène à des problèmes de consommation. C'est des problèmes de consommation qui mènent à ce qu'on perd son logement. So, Ah, tant c'est que... plutôt comme C'est l'inverse. ça, exactly. So, yeah, je pense que ça reste un très gros obstacle à, à l'éducation publique. Ouais, puis moi, j'irais dans la même chance que toi, Liz. Pour moi, c'était vraiment une question d'acceptabilité sociale, tu sais, considérant un peu notre héritage prohibitionniste. Puis ouais, c'est ça, tu sais, comme pour moi, il y a un travail complet de rééducation à faire au niveau de la population. Puis tu sais, j'ai envie de dire tout. Ben, je sais pas, moi, j'ai vraiment eu l'impression de faire tout mon adolescence, là, quand j'arrivais avec des facts de recherche, d'études, blablabla, au niveau de certaines substances, puis j'essayais de convaincre un peu mes parents que non, inquiétez-vous pas, tu sais, c'est pas trop dangereux, c'est correct, tu sais, il y a des risques, mais on essaie de faire ça comme possible. Puis, tu sais, c'est ça, c'est comme si les gens se disent, dès que tu consommes, peu importe ce que tu consommes, tu te détruis, tu sais. Puis de changer cette impression-là, tu sais, de la drogue, c'est pas facile, ça se fait tranquillement, sûrement. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a un travail à faire dans le sens, si on impose certaines politiques, j'ai l'impression que généralement, les gens comme, font un bout de chemin, mais il y a clairement un terrain à préparer. Puis j'ai l'impression qu'avec ce que tu nommais, tu sais, au sujet de la décrime à Vancouver, c'est clair que moi, je sens qu'il y a un terrain qui est fertile pour ça, puis que c'est important de travailler fort là-dessus présentement. Après, on est vraiment pas tout à fait rendu là. Tu sais, c'est drôle, j'ai discuté avec des partenaires tu sais, de Vancouver aujourd'hui sur justement tu sais, l'ouverture de sites et tout ça. Puis tu sais, présentement, c'est vraiment un sujet chaud, considérant qu'il y a comme une augmentation de la violence autour des sites de consommation. Il y a une tragédie à Toronto, une personne qui est décédée par balle, tu sais, qui faisait juste se promener à proximité d'un site d'injection. Tu sais, je pense qu'on est chanceux. À Montréal, ces discours-là sont moins communs. Puis même si récemment, on a eu beaucoup de couverture médiatique qui semblait indiquer que bon, il y a un problème au centre-ville, le village, ça brasse, il y a plein de drogues, les gens font des audits. Reste que la majorité de la population qui habite dans ces quartiers-là semble dire que il faut augmenter l'accès aux services. Puis, tu sais, de là, je trouve qu'on a comme une bonne porte ouverte pour dire, bon, ben, quoi d'autre qui pourrait aider à part, tu sais, augmenter l'accès aux services? J'ai l'impression qu'on n'est pas... c'est pas demain la veille qu'on va avoir comme l'appui de la population générale là-dessus non plus, là. Mhm. Donc il y a un gros travail de déstigmatisation à faire. Définitivement. Et justement, si on arrive dans un cas où on commence à légaliser toutes les drogues, quelles autres initiatives est-ce que vous aimeriez qu'on mette en place ou qu'on approfondisse pour accompagner ce principe-là de légalisation? Ben, c'est sûr, les SIS, ça doit continuer d'exister. Puis je dis SIS, mais je pense vraiment une diversité de modèles de salles de consommation, que ce soit tu sais, mobile, physique ou même des lignes téléphoniques. On a vu su apparaître pendant la pandémie, là. Mais tu sais, justement, continuer de déployer davantage de mesures et ressources pour les places qui font de la réduction des méfaits, tu sais. C'est drôle, il y a quelques mois, je pensais à l'analyse de substances, tu sais, comme un peu en pensant à la légalisation, puis j'étais comme, hey, on se casse donc bien le basic, tu sais, on est en train de comme, mettre en place un service complet juste pour répondre à cet enjeu-là de la légalisation. Avec du recul, mon opinion change un peu, puis je discutais il y a pas longtemps justement avec des gens qui runnent un centre compassion sur l'île de Vancouver, puis qui justement utilisent malgré tout l'analyse de substances, dans le sens, même dans un marché légal, on peut penser à la place de l'analyse de substance, mais peut-être à deux niveaux, là. Un niveau pré qui teste la qualité, tu sais, avant la distribution, puis un autre niveau qui, selon moi, reste essentiel, qui va être comme pour le consommateur qui va acheter le produit, qui peut tu sais, vouloir une double vérification, ou qui Mhm. peut-être continue d'acheter d'un marché illicite et qui a besoin justement de savoir tu sais, au niveau de sa consommation qu'est-ce qu'il en est. Mais ouais, puis tu sais, je parlais de SIS et d'analyse de substance en mettant comme je dis, beaucoup de l'avant l'importance de la diversité des styles de service. Tu sais, on se rend compte que tu sais, au niveau des centres de consommation, ben, c'est pas suffisant d'avoir tu sais, un espace de style hospitalier qui fit pour tout le monde, là. Il y a des gens qui ont des besoins spécifiques, qui proviennent de communautés spécifiques et qui ont besoin que
ces espaces-là soient accommodants au niveau de leurs besoins pour être certains qu'ils vont avoir accès à ce genre de service-là, ultimement. Là. Et c'est d'ailleurs un danger qu'il pourrait y avoir avec la réglementation selon comment on l'a fait. Ça pourrait être une surmédicalisation ou un contrôle hospitalo-centrique de la consommation ou de la distribution de certains produits. Et je ne suis pas sûr que ça répondrait aux demandes des gens. Non, justement, on en parlait dans l'épisode précédent. Les personnes qui étaient invitées parlaient justement d'un modèle de légalisation qui pourrait ressembler au fait d'aller chez le médecin et que le médecin te donne une prescription. Et justement, ce serait pas forcément idéal et répondrait pas forcément aux besoins qui nous amènent vers la légalisation. Je sais pas si le médecin, c'est l'expert pour te conseiller dans ta consommation de drogue, là, tu sais. Non, et je pense qu'il faut reconnaître comment souvent les médecins font partie de la violence répressive et font partie de la violence contre les personnes vulnérables. C'est pas tout le monde qui a accès in the first place, right? Même avec notre système au Canada, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à un médecin. Puis après ça, comme c'est pas nécessairement comme tu n'as pas nécessairement confiance dans ton médecin, tu ne te sens pas nécessairement proche de ton médecin. Une des choses que je trouve intéressante avec cette question de comme site de consommation supervisée, puis comme à quoi il devrait avoir l'air, c'est comme, ben, t'as plein de sortes de bars, right? Il y en a qui ont des jeux dedans, il y en a où on joue de la musique, il y en a qui sont plus avec des cocktails, il y en a d'autres qui sont plus avec le bière. La chose la plus importante, ben, deux choses importantes qui permettent, c'est oui, la consommation supervisée, oui, l'accès à un produit de qualité, mais aussi les relations qui viennent avec, right? La chance d'avoir une relation avec un autre être humain avec lequel tu peux discuter de ta consommation, tu peux, juste avoir une relation avec quelqu'un, je pense que c'est une des choses qu'on, overlook souvent, c'est que, au cœur de la réduction des méfaits, tout ce qu'on fait, c'est pour donner des chances aux gens de créer des relations. Et c'est ça qui aide vraiment. C'est ça le gros, comme, the big win de la légalisation, ça serait ça. Ça serait que tout le monde qui consomme ait la chance de le faire ouvertement, comme ça, ils peuvent chercher l'aide qu'ils veulent et ils peuvent juste partager cette expérience avec d'autres personnes dans lesquelles ils ont confiance. C'est ça. C'est pas que comme chercher de l'aide, mais c'est aussi comme créer des relations avec les autres C'est ça. personnes, se connecter, parler de ses expériences. Je pense que ça peut permettre aussi à réduire beaucoup des risques et à sortir beaucoup des avantages de la consommation. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les drogues qu'on légalise seront accessibles aux populations les plus vulnérables? Bon, l'INSPQ a fait un rapport cette année en montrant les différentes possibilités, les différentes façons qu'on pourrait réglementer, s'appuyant davantage sur le cannabis, je dirais. Bon, il y a effectivement cette prescription plus médicale qui existe. Ici, au Québec, on avait fait, je faisais partie de l'équipe de recherche, une étude Naomi, qui était de prescrire de l'héroïne, l'acétylmorphine, à des gens qui avaient des troubles d'usage d'opioïdes. Et puis, ce qu'on s'apercevait, c'est que ces gens-là diminuaient clairement leur criminalité, avaient moins besoin d'aller vers la criminalité et avaient diminué leurs problèmes de santé également. Bon, ça peut être un modèle. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas que ce soit le seul modèle. Lise le mentionnait aussi, il faut différents modèles. Dans ce rapport de l'INSPQ, on voit aussi, un peu comme ça peut être des pharmacies communautaires aussi qui peuvent distribuer sans qu'il y ait nécessairement une supervision médicale. Ça peut être des centres qui sont accrédités avec une consommation sur place ou des centres accrédités sans consommation sur place aussi pour différents types de drogues, de substances. C'est pas nécessairement les mêmes façons que l'on pourrait mettre en place et les besoins des gens. Peut-être que certains ont un besoin de suivi médical davantage. Donc, à ce moment-là, oui, le médecin est important, mais d'autres, peut-être qu'on pas besoin du tout de ce suivi médical. Donc, un endroit qui distribue avec, je pense qu'il faut une licence, il faut un permis de distribution pour être suffisant, dépendamment des produits et des besoins de la personne.
D'accord, donc c'est différents systèmes de distribution pour rencontrer chaque personne où est-ce qu'elles sont. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur les façons de rendre ça plus accessible? Honnêtement, non, là, la diversité, c'est la clé, j'ai l'impression, là, tu sais. Ouais, si on veut que ça se rende. Puis après ça, il y a potentiellement d'autres enjeux avec l'accessibilité, mais tu sais, je veux dire, si c'est ça l'objectif, pour moi, il n'y a pas de question là-dessus. Mais cette accessibilité, c'est au niveau des prix aussi, du Oui. coût. Aussi. Et ça, c'est important d'avoir un coût moindre pour les personnes qui sont les moins vulnérables, les plus vulnérables. Sinon, ils vont continuer à aller sur le marché illicite, où est-ce que c'est peut-être moins cher, ou aller faire une criminalité lucrative pour se procurer ce produit. Mhm. Et comment est-ce que, mais je ne sais pas comment ça s'est passé pendant la légalisation du cannabis, mais comment est-ce qu'on peut déterminer ces prix-là? J'imagine que si on est dans un système plus capitaliste, on va essayer de se faire une marge là-dessus. Mais Mais ce qui est intéressant au niveau du cannabis, c'est que quelques années, 2 années avant la réglementation, les prix du cannabis sur le marché noir ont baissé. Mm. Il y a eu une réduction du prix et cette réduction s'est maintenue. Donc, c'est comme si le marché illicite faisait davantage de produits qu'il était nécessaire d'en faire. On s'aperçoit qu'au Québec, et c'est la même chose au niveau du Canada, les prix sur le marché légal sont plus élevés que sur le marché illégal actuellement. Bon, il y a davantage de contrôle de qualité. Bon, ça coûte un peu plus cher probablement parce que de temps en temps, il y a des produits qui sont retournés aux producteurs parce que le pourcentage de CBD n'était pas exactement ce qui était indiqué. Et puis, il y a eu une analyse. Donc, ça coûte plus cher. Mais quand même, ça l'a baissé. Et c'est peut-être ce qu'il faut retenir. C'est peut-être que actuellement, les marges de profit des marchés illicites sont très élevées. Peut-être que s'il y avait une réglementation, il y aurait une réduction de ces... Et pas seulement réglementation, mais une des bonnes choses avec le capitalisme, c'est, une des raisons que le prix baisse, c'est que tu as plein d'options, right? Je peux aller au SQDC, je peux aussi en acheter sur le marché illicite, je peux aussi en commander du Colombie-Britannique, et ils en poussent tellement que, they're almost giving it away à ce point-ci. So moi, je viens de l'Ontario. Ils ont un modèle différent. So, la première chose qui est arrivée, c'est qu'il y avait des dispensaries sur tous les coins. La prochaine vague, c'était des discount dispensaries sur tous les coins parce que maintenant, il y a trop de compétition. Tout le monde a ouvert un dispensary. Et comme consommateur, it's pretty cool, parce que tu peux avoir ça pour, pas beaucoup d'argent. Et c'est vrai que quand c'était illégal, tu n'avais même pas la chance de comparer, right, à différents. Tu es comme, je connais ce mec-là, il me donne ces prix-là, j'ai pas de choix. Puis, tu sais, au niveau des prix, moi, j'ai quand même l'impression que ça tend à diminuer parce que présentement, ce que je peux payer pour du cannabis légal et illégal, c'est la même chose, sauf que j'ai un gage de ce que j'achète quand je vais sur le légal. Ce qui fait que je vais aller à la SQDC ces temps-ci, puis je suis bien content de pouvoir y aller, tu sais. Mais après, c'est sûr que pour certains types de personnes qui achètent peut-être des plus grosses quantités ou qui sont mieux hook-up, je sais pas, ils vont avoir quand même des diminutions. Mais pour la population générale, je sais plus si ça s'entend que ça, cette différence-là au niveau des prix, tu sais. C'est vraiment pour les gros consommateurs qui achètent en grande quantité. Puis, tu sais, il reste aussi que on parle de diversité, mais il reste que... Moi, ça me fait capoter. Là. Je comprends pas comment ça se fait qu'il y a du monde qui paye des 3,5, 45 $ à la SQDC quand il y en a qui coûtent 20 $. Là, fait que c'est ça. Peut-être qu'il y a cette marge-là aussi, mais en moyenne, il reste qu'il y a des produits qui sont hyper accessibles et très peu chers, des fois moins chers que sur le marché légal. T'sais. Et donc, pour ça, c'est s'assurer qu'il y ait une diversité de points de vente. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faudrait éviter d'aller vers un monopole de l'État si on venait légaliser les drogues? Ah, là, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas un très gros fan de ce système de SQDC. Je trouve ça vraiment bizarre que mon seule option, c'est d'acheter mes drogues du gouvernement. Et aussi, en parlant d'accès, il n'y a pas un SQDC sur tous les coins. Ouais. Ils ne sont pas ouverts tout le temps. Il faut souvent aller pretty far pour en trouver un. So, I don't know, man. Je pense qu'on peut do better. 100%. Et c'est intéressant parce que, on parle souvent de comme santé publique. Si on va dans une autre direction, on va avoir des problèmes de santé publique. Mais on est à côté de d'autres territoires qui ont fait des différents modèles and they didn't collapse, you know what I mean?
en Ontario, ne sont pas comme toutes rendues, je ne sais pas, ça se passe bien. Aux États-Unis, même chose, like, aux États-Unis, je peux acheter mon alcool à l'épicerie, like, no problem, at a liquor store. C'est pas vendu par le gouvernement. But it's fine. Like, they're doing okay. They're not, mais c'est pas à cause de l'alcool, Ouais. Moi, j'aime bien le modèle de la SQDC. J'étais au Colorado et puis dans l'État de Washington juste avant la réglementation du cannabis ici au Canada. Et puis, j'ai pas beaucoup aimé la publicité, la promotion que l'on faisait des 2 pour 1. Des publicités dans les journaux, à la Saint-Valentin, les journées des femmes, les journées des hommes, où est-ce qu'on a des rabais, des choses comme ça. Je pense que c'est pas un produit anodin. Il faut pas faire comme avec l'alcool. Ouais. En même temps, le seul truc, c'est que j'ai quand même l'impression que si on veut que tout le monde y ait accès, c'est sûr qu'il va falloir que ça passe par d'autres acteurs que le gouvernement. Puis tu sais, je veux dire, sauf si... à mon avis, c'est comme il faut qu'il y ait un contrôle qui soit fait à ce niveau-là, mais après ça, qui distribue, admettons qu'on a un produit qui est standardisé, peu importe qui le distribue, ben c'est comme ça règle un petit peu le problème. Oui. Puis l'État reste un petit peu, mandataire de la distribution et de la sécurité des produits qui sont distribués. Mais après ça, moi, je trouverais ça cool de pouvoir aller m'approvisionner dans un lieu où j'ai pas l'impression qu'on m'observe. Je sais pas, puis je pense à plein d'usagers qui sont hyper méfiants via le gouvernement, via les institutions. Pour moi, Ces gens-là, ils iront pas, là, tu sais. Ça fait juste aucun sens. Like, si c'est vraiment question de santé publique, ben là, pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire des annonces pour le McDonald's, pour le Burger King, pour la surconsommation du sel? Oui, les substances psychoactives, ce ne sont pas des substances ordinaires. Je sais pas. C'est compliqué. Mais parce que moi, je pense aussi que c'est comme... Ouais, peut-être que ces produits-là devraient être un peu plus régulés, tu sais, qu'on devrait faire un meilleur travail d'éducation auprès des jeunes. Tu sais, mettons qu'on regarde, genre, dans quelle direction on veut aller, puis c'est quoi la meilleure direction, pour moi, c'est comme... Peut-être pas de dire qu'il faut, genre, être plus lousse avec ces autres produits qui sont illégaux, mais plus de dire, peut-être qu'il faut resserrer... pas resserrer la vis, mais être capable de dire les vraies choses, tu sais, comme dire, si tu fais la promotion d'un produit, tu peux pas juste dire que c'est bon pour toi, tu sais, tu dois dire aussi, c'est nice, ça goûte bon, puis tout, puis c'est cool de le manger, mais comme, tu sais, si t'en manges trop, c'est vraiment mauvais pour toi, puis voici pourquoi, puis c'est comme, tu sais, fait, je sais pas, moi, je suis vraiment pour cette approche-là qui dit, genre, donnons juste tous les outils aux personnes pour qu'ils soient capables de faire eux-mêmes leurs décisions. Mais tu sais, donner tous les outils, ça veut aussi dire, genre, tu sais, comme indiquer quand on essaye de, comme, tu sais, jouer dans ta tête puis de te vendre un produit en utilisant la publicité puis différentes stratégies pour que tu get hooked. Parce qu'en même temps, c'est là que ça passe, tu sais, c'est con, mais tu sais, genre, je sais pas, moi, je suis pas un gros consommateur de McDonald's, là, mais genre, les gens qui y vont souvent, j'imagine que c'est des gens qui répondent bien à ce exposure-là, qui vont comme y penser, puis par les faits, c'est comme... Tu te souviens du film Super Size Me? Yeah. So, ils ont donné une statistique dans ce film-là que 90% des consommateurs de McDonald's y étaient au moins une fois par semaine. So, la plupart de leur base, c'est des gens qui consomment beaucoup de McDonald's. Ouais. Et, mais c'est légal. Ouais. Puis je pense que c'est un problème. Je pense que ça devrait l'être. Ben, je sais pas si ça devrait l'être. Ben non, mais dans le sens, ça devrait pas être illégal, mais est-ce que ça veut pas dire qu'il y a quand même peut-être un travail à se faire à ce niveau-là? Puis c'est comme, tu la soulèves bien, l'incohérence. Je vais jamais dire non à l'éducation. Ouais. Right? Je vais jamais dire non à l'information, mais je vais dire non aux restrictions par le gouvernement. Mettons, pas de la restriction, mais comme, ouais, c'est ça. Éducation, puis par le fait même, je pense que c'est comme... My body, my choice, c'est très simple. Pour conclure, j'aimerais remercier nos invités, mais aussi le Centre Phi qui nous a accueillis dans leur beau studio d'enregistrement. Mais j'aimerais surtout te remercier, toi, pour avoir écouté cet épisode. Si tu aimes le balado et que tu souhaites nous soutenir, on t'invite à t'abonner au podcast et à faire un don sur le site internet du GRIP, où tu pourras en apprendre plus sur nos services d'intervention en milieu festif, notre service d'analyse de substances, nos formations ainsi que notre matériel éducatif. Pour conclure, j'aimerais surtout te rappeler que si tu choisis de consommer, choisis aussi de t'informer. N'oublie pas d'être à l'écoute de toi-même et des autres, sans stigmatisation ni tabou, parce que parler, c'est déjà réduire les risques.